Bonjour à tous. Un format très très court pour parler d'une des plus grandes aventures de maths de tous les temps. C'est une gageure, 25 minutes pour parler de ça, c'est quasiment impossible, faut au moins 2 heures, mais on va essayer de le faire. Donc, je m'appelle Francis Loret, je suis professeur de mathématiques et en fait j'ai la chance de travailler au contact avec ces immenses chercheurs qui vous entourent au CIRM. Je suis au contact d'eux et donc l'une de mes missions c'est de venir raconter des histoires sur les épopées qui sont les leurs, parce qu'il y a des histoires absolument incroyables à raconter, et celle que je vais vous raconter est sans nul doute la plus prestigieuse histoire de tous les temps des mathématiques. Elle s'appelle le dernier théorème de Fermat, l'histoire extraordinaire du dernier théorème de Fermat, et en fait on la doit à ce mathématicien génial du XVIIe siècle, qui était Pierre de Fermat. Alors Pierre de Fermat n'était pas exactement un mathématicien, c'était un maître de requêtes, c'est-à-dire que quand vous vouliez aller voir le roi, vous passiez par Pierre de Fermat pour avoir la possibilité de rencontrer éventuellement et de faire des requêtes. Et donc, comme c'est quelqu'un qui ne voulait pas traîner trop à la cour, il avait une vie plutôt casanière, il vivait chez lui, il avait une grande passion, il aimait sa famille, et 2 passions, sa famille et les mathématiques. Et on l'appelle le prince des amateurs parce que ça a certainement été le plus grand mathématicien amateur de tous les temps, très prolixe en tout cas, il a produit énormément de mathématiques. Et un jour, en fait, il se fait offrir un livre, de manière complètement anodine, par un ami qui s'appelle Claude Bachet de Mézières-Illac, qui est un érudit, Claude Bachet reçoit un livre en grec, et Claude Bachet va le traduire en latin pour l'offrir à son ami Fermat. Vous voyez, on entrejambe bien, on le reçoit en grec, on le traduit en latin. Et Fermat, en fait, feuillette les pages qui racontent, en fait, une compilation de ce que savaient les Babyloniens et les Grecs en matière de mathématiques. Et en fait, il connaît à peu près tout sur ce qu'il lit. Parfois, il y a des choses qui l'intriguent, donc il annote dans la marge. Et il va faire une petite annotation qui va mettre le feu aux poudres. C'est-à-dire qu'il tombe à un moment donné sur une proposition de ce livre-là, il va l'augmenter, il va en faire une conjecture, c'est-à-dire que quelque chose que l'on aura du mal à démontrer plus tard. Et il va dire, voilà, moi en tout cas, cette conjecture, je l'ai démontrée. Voilà. Donc il va dire, j'ai découvert une magnifique propriété augmentée à partir de ce que je lis. Moi, j'ai réussi à la démontrer, mais je ne vous dirai pas comment j'ai fait. Alors vous allez voir, il ne le dit pas exactement comme ça. Mais il meurt. Et derrière, pendant 356 ans, tous les plus grands matheux de tous les temps vont essayer de résoudre le problème de Fermat et personne ne va trouver le chemin. Jusqu'à ce qu'un petit garçon de 10 ans, à un moment donné, va à la bibliothèque le mercredi à faire des maths comme tous les garçons de 10 ans, de son âge. Il se balade dans la bibliothèque et il tombe sur un livre, Eric Temple Bell, le problème ultime, qui va bouleverser sa vie, puisqu'il tombe sur cette histoire-là, il tombe amoureux de l'histoire, et il dit quoi ? Ce truc, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais résoudre la plus grande énigme mathématique de tous les temps, et le pire, c'est qu'il va y arriver, et c'est cette histoire que j'aimerais vous conter maintenant. Le petit garçon s'appelle Andrew Weiss, et Andrew, en fait, il a la chance d'être né à Cambridge, déjà, qui est la place forte des mathématiques en Angleterre, donc c'est déjà une très grande chance. Et quand on lui demande, mais pourquoi tu n'allais pas jouer au foot plutôt que le mercredi après-midi aller traîner dans les bibliothèques et de faire des maths, il disait, parce que moi j'adore les secrets, j'aime percer les secrets. Et en fait, je considère qu'un problème de maths, c'est comme une chasse au trésor, et on doit essayer de trouver quelque chose de merveilleux. Et plus c'est dur, et plus le secret doit être beau. Donc moi, mon activité là-dedans, un petit peu comme un escape game, moi j'adore essayer de fouiner là-dedans parce que intellectuellement, c'est des véritables aventures. Et en fait, cette aventure, il va l'amener tout au long de sa vie. Vous le voyez à 10 ans, puis à 18 ans, puis à 24 ans, puis à 35 ans. Et puis, vous allez voir que les mathématiques, ça rend heureux parce que finalement, sur toutes ces photos, il a le sourire. Donc, on va l'appeler l'homme heureux, l'homme content, Andrew Weiss. Et donc, ce qu'il a réalisé, c'est vraiment l'Everest des mathématiques. Donc, qu'est-ce que l'Everest ? Un sommet à pratiquement 9000 mètres. Et lui, il a fait le dernier tronçon ici. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous faites l'Everest, en fait, votre matériel est porté par des gens extrêmement puissants, qu'on appelle les Sherpas, qui font en sorte qu'on porte votre matériel très loin pour que vous puissiez faire le dernier tronçon vous. Donc, dire qu'il l'a fait tout seul, certainement pas. En fait, il s'est appuyé sur les trésors mathématiques des civilisations qui l'ont précédé. Il s'appuyait sur les travaux des Grecs, des Babyloniens, des maîtres à Alexandrie, à Bagdad, à Damas, dans le sud de l'Espagne et à Florence. Donc Fermat, bien sûr, les travaux de Fermat, puis Euler, etc. Tous ces grands matheux, des Japonais, des Américains. Et lui, finalement, il va planter le drapeau au sommet de la plus haute montagne des mathématiques que l'on connaît jusqu'à présent. Voilà. Alors, quand on le regarde comme ça, on se dit, le pauvre, ça n'a pas l'air très palpitant comme activité, ça a l'air un petit peu solitaire. On n'a pas envie d'être lui quand on a 13 ans. Pourtant, ce qui se passe dans sa tête,
C'est absolument extraordinaire. Voilà. Et on pourrait raconter un petit peu les aventures mentales qui se passent et les explorations de cet homme, mais il vit une épopée extraordinaire dans le silence ici. Et puis à la fin, sa preuve fait plus de 1000 pages, donc ça fait un assez gros DM, ce qui fait que la prochaine fois que votre prof vous donnera un DM, vous direz il a été un peu long, vous penserez à cette image. Si on dit non, voilà. Donc on a aussi tendance à penser que les mathématiciens sont des gens un peu psychorigides, des gens qui n'ont pas beaucoup d'imagination, très structurés, très rangés. Non, ça peut être très créatif, les mathématiques, et c'est absolument créatif. Et puis souvent, sont des gens qui vivent dans un désordre organisé, dont ils se repèrent parfaitement. En tout cas, il n'y a pas d'opposition en ce qui me concerne, et puis dans les gens qui observent les maths, entre être créatif et être mathématicien. Donc le problème, c'est quoi ? Le problème, d'abord, ce n'est pas un problème, c'est une infinité de problèmes. Il y a le problème numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Il y a une infinité de problèmes. Et se pose la question, déjà, de savoir comment on pourrait résoudre une infinité de problèmes en un seul coup. Parce que, normalement, si on les prend les uns après les autres, il faudrait une infinité de temps. Bon, on va regarder ce qu'est le problème numéro 1. Le problème numéro 1, vous voyez, je vous ai mis un petit 1 en couleur, c'est trouver 3 nombres entier, puisqu'on va faire de l'arithmétique, et l'arithmétique vient du grec arithmos, qui veut dire nombre entier, puisque c'est une consonance grecque, et les Grecs ne travaillaient qu'avec des entiers, des rapports d'entiers. Donc il faut trouver 3 nombres entiers x, y, z qui vérifient ça. Donc le problème numéro 1 n'est pas spécialement difficile, puisque le x puissance 1, on peut l'enlever, et là-dedans, plein de solutions évidentes nous viennent. Si je prends 9 et 7, si je prends 16, il y a égalité. Si je prends 2 et 8, et puis je mets 10 ici, il y a égalité. Et puis, évidemment, si je mets un triple 0 à la place du x, y, z, ça fonctionne aussi. Combien de solutions à cette équation ? Une infinité. Voilà, c'est une infinité de solutions. Elle n'est pas très intéressante. L'équation numéro 2, par contre, déjà, est beaucoup plus intéressante, puisque maintenant on a mis x carré, x fois x, et là, il va falloir trouver une solution. Vous avez une idée ? Vous avez une proposition de solution à faire pour x carré plus y ? Je t'écoute. On peut essayer 3, 4 et 5, puisque 3, on est connectés tous les deux. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. 16 et 9, ça fait 25. D'autres solutions, son grand frère peut-être, le même en multiple. D'autres solutions, 5, 12, 13, puisque 5 fois 5, 25, 12 fois 12, 144, 13 fois 13, 159. Ça se cumule bien, évidemment. Les matheux pensent tout de suite à 0, 0, 0, parce que quand on fait des maths, on cherche toujours les chemins les plus faciles et les solutions qui nous viennent le plus évidemment. Donc voilà, le problème numéro 2, c'est celui-là. Et en fait, quand on y regarde bien, partie 1, ce problème a été cherché en Mésopotamie il y a très longtemps. Donc Mésopotamos, ça veut dire méso entre, potamos fleuve, c'est entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, une zone argileuse où ce problème numéro 2, x carré plus y carré égale z carré, avait déjà été cherché bien avant Fermat. Et donc, les Babyloniens avaient pour coutume de passer par l'écrit avec un stylet sur des tablettes d'argile qu'ils faisaient chauffer, et ça faisait ce qu'on appelle un support pérenne. Pérenne, ça veut dire ça se garde très bien dans le temps. Et donc, on a trouvé des tablettes babyloniennes extrêmement intéressantes, dont une qui nous retrace une quinzaine de solutions du problème numéro 2, on va l'appeler le problème numéro 2 de Fermat. Voilà. Ici, est-ce que les Babyloniens les avaient trouvées tous ? Ça, c'est une autre histoire. Les 15 solutions leur permettaient de faire des choses, apparemment. Cette tablette s'appelle la tablette de Plinton. On l'a retrouvée au XIXe siècle. Et donc, elle servait notamment, vous voyez, 3, 4, 5, ça sert notamment quand vous tirez une corde à 13 nœuds avec 3, avec 4 et avec 5 en intervalle, de vérifier si la pente est respectée, si les murs sont droits. En tout cas, ça nous offre des triangles rectangles. On le sent confusément, puisque vous avez tous fait le théorème de Pythagore en 4e. Donc, le problème numéro 2, il a été cherché là-dedans, mais qui va chercher toutes les solutions ? C'est la Grèce antique. Il n'est pas question pour un Pythagore, un Thalès, un Platon, un Aristote de se contenter d'une quinzaine de solutions. Ils vont les chercher toutes, et même en faire des formules qui ne sont pas très compliquées. Là, vous avez la manière de fabriquer un x, y, z en choisissant correctement le K, le M et le N. Vous fabriquez des X, Y, Z, solutions du problème numéro de Fermat. Et le mieux, en plus, c'est qu'elles y sont toutes. Ici, donc, ce problème, il a été résolu dans l'Antiquité, et même relié à la géométrie, parce que le grec pense le nombre en termes de grandeur, c'est-à-dire avec une unité, et dessine, la plupart du temps, passe par la géométrie pour exprimer ses mathématiques. Donc, là-dedans, ce serait quoi le problème numéro 2 de Fermat ? Finalement, qu'est-ce que c'est un x carré ? C'est l'aire d'un carré de côté x, y carré, z carré, et l'idée de savoir quand est-ce que deux petits carrés assemblés ensemble arrivent à compenser un troisième. Ça marche si on arrive à juxtaposer les sommets et qu'il y ait un angle droit ici. C'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, la propriété de Pythagore, soit dans
son sens direct, soit dans sa réciproque. Donc, quelque part, le premier numéro de Fermat, il ressemble beaucoup au théorème de Pythagore. Et donc, dans l'Antiquité, le premier numéro, on a vu qu'il n'était pas très intéressant. Le premier numéro 2, il a été résolu. Et puis, il est mis dans un livre. Et ce livre va traverser les temps, arriver jusqu'à Fermat. Et Fermat se dit, mais bon sang, pourquoi on ne chercherait pas le problème numéro 3, numéro 4, numéro 5, etc., jusqu'à l'infini. Voilà. Et ce que dit Fermat, c'est... il y a des gens qui ont essayé. Hein. Et ce que dit Fermat, il dit, moi j'ai réussi, mais je ne vous dirai pas comment j'ai fait. Et ça va énormément énerver les matheux. Énormément énerver les matheux là-dedans. Lui, il prétend avoir fait les problèmes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Alors, il y a une question, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est que moi, à votre âge, je n'étais pas du tout sensible à ça. C'est-à-dire qu'un problème, une idée, meurt si elle n'est pas conservée, si elle n'est pas transmise. C'est-à-dire une idée papier. Vous voyez les supports que vous avez en Grèce à cette époque-là, c'est du papyrus très souvent. Puis ça devient du velin, du parchemin, enfin voilà, des choses qui s'effacent, qui pourrissent. Donc la plupart du temps, les livres meurent. C'est-à-dire qu'ils sont en un exemplaire, ils n'ont pas été imprimés, ils n'ont pas été faits dans un papier traité, et si quelqu'un n'y prend pas soin, ne les recopie pas, ils disparaissent et les idées qu'ils contiennent peuvent disparaître. Donc comment ça se fait qu'un problème qui a été résolu dans la Grèce antique arrive dans les mains de Fermat 2000 ans après ? Voilà. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Et donc, je me suis un petit peu intéressé à l'itinéraire de cette écriture-là. Bon, donc, le premier numéro 2 va être écrit, puis mis dans des livres que vous retrouvez notamment dans les éléments d'Euclide, que Nathalie Granotier, la bibliothèque du CIRM, peut vous présenter. Donc, elle a une édition du 17e des éléments d'Euclide qui contient ce x carré plus y carré égale z carré dans un langage d'époque qui n'est pas écrit comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller à l'Expo 2. Quand vous irez à l'Expo 2, vous verrez l'édition des éléments d'Euclide de Nathalie qui contient ce problème-là. Et on se dit donc qu'il a été écrit, et puis Fermat, il habite Toulouse, donc on se dit on n'est pas très loin de la Grèce. Après la Grèce, quel est l'empire dominant ? C'est Rome. Énormément de Romains s'inspirent des Grecs. Les enfants des patriciens, notamment, vont faire leurs études en Grèce parce qu'il y a d'excellents professeurs. Ils ramènent des livres. Donc on se dit, c'est passé par Rome, probablement. Et puis après on passe les Alpes et on arrive à Toulouse. Et en fait, on s'aperçoit que probablement non. L'itinéraire pour arriver dans les mains de Fermat n'a pas été celui-là. Pourquoi ? Parce que les Romains s'intéressent énormément à la gestion de la cité, à l'art de la guerre, à la loi, à la politique. Mais il y a des matheux, mais pas tant que ça. Et donc, quand un livre de maths arrive à Rome, c'est pas forcément une étude prioritaire. Et puis, 473, chute de l'Empire romain. L'Empire romain s'effondre, les barbares prennent le pouvoir. Il y a des mathématiciens dans le monde barbare, mais pas tant que ça. Et c'est une époque troublée, c'est une époque où des livres brûlent, des livres meurent par le feu, et puis par abandon aussi. Et donc là-dedans, on pourrait se dire, qui a essayé malgré tout de conserver ces livres ? Il y a des moines de l'ordre des bénédictins qui essayent de construire des sortes de places fortes où les livres sont protégés, copiés, ici, et ces livres, on essaye de faire en sorte qu'en Europe, ils perdurent. Le problème, c'est que c'est une époque extrêmement compliquée. Beaucoup de livres continuent à mourir en passant par ce canal-là. Peu de livres ont été sauvés, et il est hautement probable que l'itinéraire de ce problème-là soit passé par un itinéraire beaucoup plus méditerranéen avant d'arriver jusqu'à Fermat. Parce qu'après la Grèce, un grand personnage prend le devant de la scène, c'est Alexandre le Grand, sur son cheval bucéphale, qui va fonder des Alexandries, dont la plus célèbre est l'Alexandrie d'Égypte, ici, qui contient une bibliothèque, qui va contenir une bibliothèque extraordinaire, voilà, prodigieuse, qui, à son apogée, aura pratiquement 700 000 rouleaux dans ses murs. Et le problème de ça, donc on vient du tout le bassin méditerranéen pour étudier les livres qui sont conservés. Donc probablement que le premier numéro de Fermat est arrivé dans ces murs-là. Le problème, c'est que cette grande bibliothèque va brûler 3 fois par des incendies souvent volontaires, de gens malveillants qui n'ont pas envie que la science se diffuse comme elle devrait être. Et là, il y a un personnage qui va être l'un des héros de notre histoire. Il est là, ici, il s'appelle Diophante. Il dit « J'en ai marre, moi je veux pas que ça brûle, donc je suis un bon algébriste, Alors, algébriste, le mot est encore un petit peu prématuré. En fait, je suis bon en calcul, et je vais faire une somme, un résumé de tout ce que cette bibliothèque contient en termes de calcul et de nombres. » Donc il prend les rouleaux, c'est un aristocrate d'Alexandrie. Vous voyez, vous avez ses serviteurs derrière qui portent les livres. Et donc, il va faire ce qu'on appelle une somme, c'est-à-dire un résumé
de 13 livres qu'on appelle les Arithmetica, qui résument en gros tout ce que le monde babylonien et grec ont pu créer jusqu'à lui. Et donc, ces Arithmetica, on a eu du mal à les retrouver. Il y en a certaines qui ont disparu, puis on les a retrouvées par des chemins très très compliqués. En tout cas, l'une de ces Arithmetica va arriver jusqu'à Fermat, vous voyez, avec... il y a marqué Claude Bacchetti ici, vous voyez, donc avec Pierre de Fermat, les observations de Pierre de Fermat. Donc, cette Arithmetica de Diophante va arriver dans les mains de Fermat et en contenant le problème numéro 2. Et là, on pourrait se dire, mais on est au 3e, 4e siècle, Diophante, on ne sait pas trop. Au 3e, 4e siècle, c'est là-dessus que va s'appuyer sur ce x carré plus y carré égale z carré. Fermat va s'appuyer pour faire le problème numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Et en fait, le livre, il a le temps de brûler encore plein de fois, de pourrir plein de fois, de se désagréger plein de fois. On est au 3e, 4e siècle, Fermat, c'est le 17e siècle. Donc forcément, il y a des gens qui ont veillé à sa préservation. Ces gens, c'est qui ? Eh bien, partie 2, de Diophante à Fermat, histoire de la survie d'un livre. On est à Alexandrie, 7e siècle, naissance de Mahomet. Il va y avoir une expansion du monde arabo-musulman en Méditerranée, donc un empire qui va aller de la vallée de l'Indus, près de l'Inde, ici, jusque dans le sud de l'Espagne. Et il est écrit dans les sourates du Coran, on fait de la science, c'est une injonction théologique. Il faut faire de la science. Puis même, la date du Ramadan est très très difficile à calculer. Donc les conquérants, quand ils arrivent dans des zones où il y a des livres, ils se disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des calculs ? Parce que nous, on en a besoin. Et donc, une partie des livres de la bibliothèque d'Alexandrie, notamment, va arriver à l'époque des Omeyyades à Bagdad, puis à l'époque des Abbassides à Bagdad, Damas, puis Bagdad, ici. Et donc, on a certainement un itinéraire, pour l'instant, qui est très, très, très indirect par rapport à celui qu'on aurait pu présager du monde romain, ici. Donc, à Bagdad, elle est étudiée dans des universités qu'on appelle des maisons de la sagesse, par des grands mathématiciens qui viennent de tout l'empire arabo-musulman et qui parlent très bien le grec en général, qui parlent l'arabe, qui font des commentaires, et qui vise à la préservation des livres dans ces universités, notamment subventionnées par un calife qui s'appelait à l'époque Al-Mansour. Donc là-dedans, il est hautement probable que notre livre, qui a été mis dans un rouleau, pour l'instant, il est à Bagdad vers le 9e siècle. 10e, 11e siècle, il y a des échanges dans l'Empire, et puis on a trace en fait, de la présence de ces livres dans des écoles de traduction du sud de l'Espagne, où le 11e, 12e siècle, c'est une époque un petit peu particulière, où il y a des conflits interreligieux, mais en même temps, il y a des fortes associations, il y a des fortes convergences, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, des fortes convergences entre les savants coptes, juifs, chrétiens, musulmans, ici, qui prennent les grands textes de l'humanité, qui essayent de les traduire pour les gens qui vont pouvoir lire ces livres-là ensuite. Voilà. Donc, dans ces maisons de la sagesse du sud de l'Espagne, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Notre problème numéro 2, notre Arithmetica de Diophante est probablement à Tolède ou à Grenade ou à Séville vers le XIIe siècle et continue son petit périple, passe certainement par Palerme, à la cour de Frédéric II, puisque c'est un empereur qui adore les sciences. Et puis, on a trace de sa présence à la grande bibliothèque de Constantinople vers le XIVe, XVe siècle. XVe siècle, c'est vos rappeurs d'histoire de 5e. Fin du Moyen-Âge, chute de Constantinople, 1453, ici vous avez Mehmed II qui prend Constantinople, et là les savants byzantins s'enfuient avec des livres, parce que ce n'est pas un personnage très commode, on ne sait pas trop ce qu'il va faire des livres, donc ils partent, ils s'enfuient, des gens comme Gimès Pléton ou l'Argilopoulos s'enfuient et vont vers la tête de pont de l'Europe à cette époque-là, qui est l'Italie. Donc Venise, grande place forte des doges vénitiens, Florence, Rome, voilà. Donc on sait que ce livre était à la grande bibliothèque de Constantinople et a transité vers l'Italie à la chute de Constantinople ici. Et puis là, c'est une révélation pour les Italiens, parce que beaucoup de livres avaient disparu par le trajet occidental. Vous voyez, beaucoup de livres n'avaient pas pu être copiés, n'avaient pas pu être sauvés. Et là, réaffluent par Venise, par les échanges commerciaux, par la chute de Constantinople, énormément de livres grecs qui reviennent en Europe. Et c'est pour ça que cette époque s'appelle la Renaissance, puisque la culture grecque renaît en Europe, alors qu'on n'avait pas assez d'ouvrages durant le haut et le bas Moyen-Âge pour bosser autant qu'on l'aurait souhaité. Évidemment, on avait les traités d'Aristote, on avait un peu des traités de Platon, mais on n'avait pas eu accès à tous les livres. Donc beaucoup de livres reviennent, Renaissance italienne, puis Renaissance française. Et un petit mot sur la Renaissance, vous connaissez ce personnage-là ? Oui ? Oui ? Léonard de Vinci, très très bien. Et donc,
Un petit mot là-dessus pour essayer de comprendre la psychologie de l'époque. Léonard de Vinci était un génie, ici, qui a eu un talent aussi, c'est de se faire aider par les princes. Donc il a travaillé pour les Sforza à Milan, où en fait on lui donnait des conditions de travail exceptionnelles pour faire son art. Puis il a fini sa vie au Clos Lucé, subventionné par François Ier, et à l'époque de la Renaissance, quand vous aviez un savoir en sciences, eh ben en fait vous pouviez vivre dans des conditions extrêmement avantageuses. Et donc vous n'aviez pas toujours envie de donner votre savoir aux autres. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc, quand vous avez fait une découverte, vous ne la partagiez pas toujours. Ce qui nous donne une petite idée sur ce que va être le XVIIe juste derrière, parce que Fermat arrive là derrière, et on peut présupposer que Fermat est encore imprégné de cet esprit de la Renaissance, où certes, on va travailler avec d'autres mathématiciens, mais on ne va pas dévoiler ses découvertes aussi facilement que ça. Donc là-dedans, Fermat se fait offrir, comme on l'a dit, une Arithmetica Diophante par Claude Bachet de Méziriac, se penche sur le problème numéro 3, et le mieux qu'il ait trouvé, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous mettez 6, 8, 9 dans l'équation avec des cubes, malheureusement, ce que vous arrivez à faire avec des carrés en les fusionnant pour en faire un troisième à côté entier, avec les cubes, vous ne pouvez pas le faire. 728, 729, voilà le mieux qu'on puisse faire. Et il fait cette conjecture qu'il prétend avoir prouvée. Il dit, moi je pense qu'à part le fait de mettre des zéros à la place du x, y et z, cette équation n'aura jamais de solution. Et puis pareil pour le 4, il dit, j'ai cherché pour le 4 et n'aura pas de solution. Et pour 5, ça n'aura pas de solution. Et pour 6, ça n'aura pas de solution. Et il fait cette proposition incroyable, il dit, pour 1 et pour 2, on a des infinités de solutions. On l'a vu en début ensemble. Vous voyez ? Mais dès qu'on passe 2, au niveau de l'exposant ici, ces équations aucune de ces équations n'a de solution. Et il s'agit de le prouver. Alors là, je m'arrête juste une seconde ici. Regardez quand même là-dessus. Ça, c'est un travail que vous n'avez jamais fait. On vous donne un problème, on vous dit « montre qu'il n'a pas de solution ». En général, on vous demande de chercher une solution. Donc c'est en général déstabilisant pour des lycéens de se dire « mais on va chercher une démonstration pour prouver qu'il n'y a pas de solution ». Ben oui, c'est vachement dur d'apporter la preuve que parmi les milliards et milliards de nombres jusqu'à l'infini, aucun des triplets ne peut arriver à faire fonctionner ces égalités-là. Aucune, dès qu'on dépasse 2. Il faut arriver à le prouver. Donc, alors il n'a pas dit je ne vous la donnerai pas, il le dit de manière beaucoup plus subtile. Donc d'abord, il l'annonce, cubum autem in duos cubos. Alors, un cube ne sera jamais la somme de 2 cubes, et puis une puissance quatrième non plus. Et moi, ce que j'ai, c'est une règle démonstrationnelle mirabilem. J'ai une démonstration vraiment merveilleuse de cette proposition, mais Anc margini exitas non caperes, mais je suis désolé, la marge est trop petite, je ne peux pas vous la donner. Et il meurt. Voilà. Tu ne peux pas prendre une feuille? Non, il ne la donne pas. Donc là, on se demande ce qu'est devenu cette démonstration, s'il l'avait vraiment. Bref, là-dedans. De Pierre de Fermat, Andrew Weiss, comment le problème est devenu le plus grand défi mathématique de l'histoire. Alors évidemment, le grand Euler, peut-être le plus grand mathématicien du XVIIIe, va se pencher sur la question. Et puis, il va avoir du mal. Et il y a certaines légendes qui disent qu'il aurait même payé un de ses amis, qui s'appelait Clairaut, pour fouiller la maison de Fermat, à la recherche d'un indice. Peut-être qu'il aurait caché dans les murs quelque chose. En tout cas, Fermat rigole bien dans sa tombe parce que Euler a du mal, même avec un siècle de mathématiques en plus. Euler arrive à faire progresser le problème, mais n'arrive pas à prouver le problème dans sa généralité. Autre anecdote. On est à la frontière entre le XVIIIe et le XIXe. Cette demoiselle qui est à gauche s'appelle Sophie Germain, c'est une fille de la Haute, et en fait, elle va avoir son rôle dans l'histoire, dans cette magnifique épopée. Sophie Germain, c'est une jeune femme qui est vouée, un peu comme les filles à cette époque-là, à patienter et puis à trouver un bon parti, un bon mariage. Et elle, pendant ce temps-là, elle se cultive énormément. Et, les filles, normalement, n'ont pas le droit de trop toucher aux maths à cette époque-là, qui sont une activité vraiment réservée aux hommes. Alors, on tolère quand même qu'elles en fassent un petit peu, parce que dans les conversations, il faut être quand même capable de donner le change et de connaître 2-3 rudiments de maths, donc on les autorise à lire quelques livres. Et en fait, elle va tomber sur un livre qui va complètement bouleverser sa vie. Elle va tomber sur l'histoire d'Archimède, la mort d'Archimède. Comment est mort Archimède? Hop, je suis allé un petit peu vite. Comment est mort Archimède? Archimède était à Syracuse, pendant que le général Marcellus et ses Romains attaquaient Syracuse. Et puis lui, pendant ce temps-là, il a participé à la défense de la cité, mais c'était perdu. Marcellus rentre à Syracuse, réunit les Romains,
et leur demande de chercher Archimède, qui s'est éloigné de la foule et est en train de faire des maths sur la colline. Et puis là, il fait des cercles avec un grand bâton, et puis il y a un jeune Romain qui ne sait pas que c'est Archimède, il lui dit « Suis-moi, vieil homme !» Et Archimède lui répond à peine, ne le calcule pas, il continue ses travaux. Elle se dit « Mais il devrait l'écouter, ça va mal se passer cette affaire. » Et puis il insiste, le jeune Romain, et puis Archimède va dire « Ne dérange pas mes cercles, Romain !» Donc il l'envoie balader, et là le jeune Romain ne supporte pas l'affront et va tuer Archimède. Elle dit « Mais c'est pas possible. Un des plus grands génies de l'humanité, mort pour rien, pour des cercles dans le sable. » Donc elle enquête sur ce sur quoi il était en train de travailler. Et elle découvre que c'est passionnant, absolument passionnant, et qu'elle y est très bonne, et qu'elle y est très très forte. Elle va se mettre à chercher et à faire des maths dans sa chambre, toute seule. Et un jour, c'est le drame, son père rentre dans sa chambre, il la surprend en train de faire des maths de haut niveau, ce qui n'était pas la coutume chez les jeunes filles. Son père se met dans une colère noire et il lui dit « Je t'interdis de faire des maths. Je vous la refais, votre père rentre dans votre chambre, vous êtes en train de faire des maths en cachette. » Et il se met en colère parce que vous êtes en train de faire des maths en cachette. On a peut-être changé d'époque, non ? Eh bien, elle ferait exactement ce que vous feriez. Vous auriez défié votre père à cette époque-là. Il lui confisque les bougies parce qu'elle travaillait la nuit. Il lui enlève le bois dans la cheminée pour pas qu'elle se chauffe. Il lui enlève les couvertures pour pas qu'elle s'enroule dedans. Elle pique des bougies. Elle essaye d'avoir des couvertures sur son lit. L'encre gèle dans l'encrier. Elle continue à faire des maths pour défier son père. Belle histoire. Et donc, elle se dit, en fait, elle évolue vraiment très favorablement en maths, mais pas assez parce qu'elle travaille seule. Donc elle se dit, ce qui serait bien, c'est que j'aille dans une école pour travailler avec les autres. Elle se rend à l'école polytechnique et là, on la refoule en disant non, école réservée aux hommes. Elle dit ah bon ? Ah bah. Alors elle s'aperçoit qu'il y a un gars qui tanque les cours, il s'appelle Leblanc, donc elle prend son identité et elle commence à faire des cours par correspondance avec le milieu des maths, notamment avec Gauss, avec lequel elle aura une correspondance épistolaire vraiment fournie. Et elle va chercher le problème de Fermat, elle ne va pas trouver, mais ses avancées vont permettre aux autres de s'appuyer dessus, vous voyez, comme les Sherpas, pour monter encore plus haut. Ce personnage-là est extraordinaire, il est mort trop jeune. Il s'appelle Gallois, et Gallois est mort d'un duel à 21 ans parce que, en fait, il était amoureux d'une jeune fille. Selon la légende, on pense que ça s'est passé comme ça. Il était amoureux d'une jeune fille dont un gars était amoureux aussi, et c'était un génie en maths. Et ils se défient en duel, sauf que l'autre est très très fort au pistolet. Ça se joue au pistolet, 25 mètres d'écart, des balles à peu près comme ça. Et puis il sait qu'il a aucune chance. Mais l'honneur, à cette époque-là, ça veut dire quelque chose, donc il va y aller. Et il va se prendre effectivement le lendemain la balle dans l'abdomen et mourir très très lentement pendant que son opposant s'éloigne. Mais il sait qu'il va mourir. Donc la veille au soir, il lui reste 24 heures à vivre. Il se dit qu'est-ce que je pourrais faire ? Vous feriez quoi, vous, si vous restez 24 heures à vivre ? Vous feriez quoi ? Il y a un troisième qui m'a dit un jour, moi, une énorme bêtise. J'avais trouvé ça mignon. Est-ce que vous feriez des maths ? Lui, c'est ce qu'il va faire. Moi, je ne ferais pas ça, parce que je ne suis pas assez fort. Qu'est-ce que j'ai à apporter à côté d'un Gallois ? Voilà. Donc Gallois sait qu'il est très fort, qu'il a des idées exceptionnelles. Il va prendre un bloc, et puis dans ce bloc, il va vider sa tête. Et dans ce bloc, il y a les plus fulgurantes idées du 19e siècle, là, où les matheux vont s'appuyer pour continuer. Et c'est tragique, il a 21 ans, c'est un gamin, il va mourir le lendemain, et on va perdre l'un des plus grands génies de tous les temps. Et dans ces lignes, il y a le prénom de la jeune fille, il y a « je n'aurai pas le temps », c'est super émouvant. Voilà, super émouvant. Et le lendemain, il va mourir, mais il a laissé là-dedans un concept qui s'appelle les représentations de Gallois, dont le petit garçon va se saisir pour résoudre son problème plus tard. Donc, c'est l'un des grands Sherpas de luxe de l'histoire de ce problème. Alors derrière, comme au 19e, on commence à avoir des outils, Dirichlet, le k n égale 5, réglé, ça n'a pas de solution. Legendre, le k n égale 14, réglé. Lamé, le k n égale 7. Il se bat avec Cauchy, le grand mathématicien, pour se dire qui trouvera le premier la démonstration générale. Et le grand Kummer les met d'accord, même si Kummer a hautement fait avancer le problème. Il dit, messieurs, pour l'instant, dans tous vos écrits, il y a des erreurs. Vous n'avez pas la preuve générale. Lui, je l'aime bien. C'est la dernière anecdote du jour. Il s'appelle Paul Volschkel. Et Paul Volschkel, c'est un fils d'industriel hyper riche, qui adore les maths. Donc, quand vous êtes hyper riche, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne travaillez pas. Et qu'est-ce que vous faites durant toute la journée ?
Des maths, exactement. Faites des maths. Donc, lui fait des maths. Il fait des maths et il est très très bon en maths, extrêmement bon en maths, mais peut-être pas aussi bon que tous ceux que je vous ai présentés avant. En tout cas, il se régale à faire ça. Il a une deuxième passion, c'est une jeune fille dont il est éperdument amoureux. Mais le problème, c'est que cette jeune fille ne veut pas de lui. Et donc, il en fait une dépression terrible, hein, au point qu'un jour, il décide de mettre fin à ses jours. Il va se suicider un soir à cause de l'amour éconduit de cette jeune fille. Et puis, comme il est très, très organisé comme garçon, il distribue sa fortune à ses amis. Il n'a pas d'enfant, pour cause. Il va chez le notaire, il met son beau costume, et puis il dit vous donnerez telle usine à un tel. Et voilà. Et puis, vers 17h, il lui reste encore un petit peu de temps. Il a décidé de se suicider dans la nuit. Il se dit, il me reste quelques heures à vivre. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bien sûr. Comme tout le monde, il va aller faire des maths. Il vous reste quelques heures à vivre. On va faire des maths. Donc, il se rend à la bibliothèque, un endroit qu'il faut fréquenter apparemment. Et là, il va se passer un truc dingue. Il se rend dans les rayons et il tombe sur Eric Temple Bell, le premier ultime. Il tire le livre et en fait, ça raconte l'histoire du dernier théorème de Fermat. Il tombe sur la preuve de Kummer, il dépiste une erreur. Il se dit waouh, je dépiste une erreur chez le grand Kummer, mais peut-être que ça va changer complètement la donne. J'emprunte le livre, il ramène le livre à la maison et il cherche. Il dit c'est passionnant, 5 heures du matin, le coq chante. Il a oublié de se suicider. C'est tellement passionnant qu'il se dit finalement non, elle ne veut pas de moi, mais le problème, ça va être ma vie. Il y consacre sa vie. Il est fort, mais pas assez. Il ne trouvera pas. À la fin de sa vie, il va dédier sa fortune à l'université de Göttingen pour dire celui qui trouvera prendra 100 000 Deutschmark, ce qui est une fortune à l'époque. Et à ce moment-là, comme il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a 1000 fausses preuves, parce que tout le monde prétend avoir trouvé, hein, évidemment, mais à chaque fois, c'est faux. Donc 1000 fausses preuves entre 1908 et 1912. Et il y a plein de gens qui continuent à chercher par d'autres moyens. J'ai fait cette petite intervention en Corse il y a 4-5 ans, et un avocat est venu me voir à la fin en me disant « Voilà, je vous confie ma preuve. Je suis content que vous racontiez cette histoire-là, parce que moi, j'ai trouvé un autre chemin pour la preuve. » Et donc, il m'a donné son petit manuscrit. C'est vachement beau, quoi. Des gens continuent à chercher. Alors, il y avait une erreur dans cette preuve. Là-dedans, mais la démarche est extraordinaire. Voilà. Donc on pourrait raconter plein d'anecdotes comme ça, et puis arrivent les ordinateurs, donc on commence à en avoir marre. Il y a des gens qui disent, si on n'arrive pas à le prouver, c'est que Fermat, peut-être il nous a trompés, peut-être que finalement ces équations, il dit quoi ? Elles n'ont pas de solution, peut-être qu'il y en a une, et que très loin, en faisant tourner les ordinateurs, on va en trouver une. Un contre-exemple, qu'on dirait. Et puis d'autres qui disent non, c'est pas possible. Fermat n'a pas pu se tromper, il n'a pas pu nous mentir, il n'a pas pu nous mener en bateau, il faut continuer à chercher. Et donc il y a pour l'instant 2 camps. Alors en attendant, on fait un timbre. 1601, 1665, Pierre de Fermat n'a pas de solution. Qui trouvera ça ? Et le petit garçon, l'homme content, l'homme heureux, et arrive Andrew Weiss. Andrew Weiss, là donc, lui, ce qu'il va faire, il tombe sur le problème. Il emmène le livre à la maison, il va étudier les maths de Kummer, de Lamé, de Sophie Germain, de Euler. À 18 ans, il passe son bac, il a des notes énormes. Bac plus 5, il a son bac plus 5 en maths, il a des notes extraordinaires. Et là, quand vous avez bac plus 5, soit vous devenez prof, soit vous allez travailler dans l'industrie, soit vous devenez chercheur. Mais pour ça, il faut se faire épauler par un maître qui va guider vos travaux pendant 3 ans. Ça s'appelle une thèse. Vous allez travailler sur un sujet pour apprendre à chercher. Voilà. Et donc, il veut travailler sur Fermat. Il va voir John Coates à Cambridge, qui est le maître des mathématiques, qui pourrait l'aider à résoudre le dernier théorème de Fermat. Et Coates lui dit « Non, moi, tu ne chercheras pas Fermat avec moi. Tu es trop doué, tu vas perdre ton temps, et comme tous les autres, tu ne trouveras pas. » Il dit « Monsieur Coates, j'aimerais... » Non. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire ? Tu vas travailler sur un sujet bien actuel, un sujet intéressant parce qu'il pourrait te rapprocher de Pierre de Fermat, parce que Pierre de Fermat travaillait à l'époque sur un concept qui s'appelait les courbes elliptiques, qui sont des objets, quand on les dessine dans certains espaces, qui ressemblent à des beignets, comme ceux-là. Et il dit, écoutez, Pierre de Fermat cherchait sur les courbes elliptiques, peut-être que ça me rapprochera de la solution, en tout cas c'est avec vous que je travaillais, donc va pour les courbes elliptiques. Et donc Coates l'engage à essayer de terminer les calculs d'un japonais qui s'appelle Iwasawa, donc il va travailler sur la théorie d'Iwasawa pendant quelques temps. Et ce qui est fou, c'est que cette théorie d'Iwasawa est l'une des clés du trousseau qui va ouvrir le coffre du trésor. Donc, il le déboute de la recherche sur Fermat, il l'emmène ailleurs,
Et cet ailleurs-là est l'une des clés de la solution. 2 minutes de maths, allez, 3 minutes de maths. Qu'est-ce qu'une courbe elliptique? C'est ni une courbe ni une ellipse. Ça servait au XVIIe siècle à calculer les trajectoires des orbites des planètes. Ici. Ça ressemble en fait à une équation avec un y carré d'un côté et un polynôme en x cube de l'autre, ici. Et dans certains espaces, ça ressemble à des beignets à facettes comme ceux qui sont représentés là. Je change complètement de domaine. Pendant ce temps-là, d'autres matheux travaillent sur un autre objet extraordinairement compliqué, hypersymétrique, qu'on appelle les formes modulaires. Et en maths, la difficulté que l'on a, c'est qu'il y a plein de mathématiques avec un S. C'est pour ça que les profs vous font mettre un S à mathématiques qui est l'algèbre, la géométrie, la topologie, le calcul différentiel, enfin l'arithmétique. Il y a plein de domaines différents. Et les matheux essayent de les raccorder parce que ça ferait des passerelles. Vous voyez, moi, si j'ai une difficulté en calcul, peut-être qu'en dessinant, en passant en géométrie, ça va me donner la solution et réciproquement. Si je suis coincé en géométrie, peut-être qu'en algébrisant le problème, je reviendrai, j'aurai plus de facilité. Donc on aime à construire des ponts entre les deux. Et jamais personne n'avait construit de pont entre ces deux théories-là ici, dans les années 50. On est au Japon, et là il va se passer quelque chose qui va être un élément nucléaire énorme pour notre histoire. Deux Japonais vont emprunter le même livre. Mais évidemment, je l'ai dit à dessein, parce que le problème, c'est que les Japonais, il y a une anecdote là-dessus, c'est qu'ils le racontent très très bien, Taniyama et Shimura, c'est qu'ils ont pris 2 bombes atomiques sur la tête et que dans les universités, l'énergie, elle est compliquée. Et donc les étudiants ont tendance à travailler seuls à cette époque-là parce que on vient de perdre la guerre et c'est assez compliqué. Donc effectivement, le mot nucléaire était un peu choisi à dessein. Et donc, Yukata Taniyama et Goro Shimura vont devenir amis parce qu'ils veulent emprunter le même livre au même moment à la bibliothèque. Et ils décident de travailler ensemble. 2 profils complètement différents. Yukata est un génie excentrique. Voilà. Il décide même qu'il ne ferait plus les lacets de ses chaussures parce qu'il s'ouvre tout le temps et puis il n'a pas le temps de les faire. Il a autre chose à faire, Taniyama. Shimura est quelqu'un de très, très, très rigoureux. Et donc Taniyama a énormément d'idées, très créatif, et fait beaucoup d'erreurs. C'est bien de faire beaucoup d'erreurs en maths, parce que ça veut dire qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on tâtonne et on cherche des directions intéressantes. Et Shimura l'aide à canaliser cette énergie créatrice qui est extraordinaire. Et un jour, donc Taniyama, on va résumer ce qu'il dit, la phrase, normalement, est plus compliquée. Il lui dit, tu sais quoi, je pense que toute courbe elliptique, en fait, on ne le voit pas, mais c'est une forme modulaire déguisée. En fait, les beignets, c'est comme les toiles d'araignée. Il dit, mais c'est pas possible ton truc. Enfin, une courbe elliptique, une forme modulaire, mais ça n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, j'ai lancé des calculs sur les courbes elliptiques, vous voyez, qui me donnent des séries de nombres infinis qui représentent le code génétique, vraiment, qui caractérise la courbe elliptique. Et en fait, par un autre mode de calcul sur les formes modulaires, j'arrive à trouver une liste de calculs, une liste de nombres identique à la première, qui fait que ça étant comme l'ADN de la forme modulaire et ça étant comme l'ADN de la courbe elliptique, en fait, on a structurellement affaire à 2 jumeaux. Je dis, mais c'est incroyable, ça, ce serait jumeau de ça? Oui. Mais tu l'as fait pour tous les courbes elliptiques? Non, il y en a trop, c'est trop compliqué, il faut qu'on se fasse aider. Ah, comment on va faire? On appelle la communauté internationale. On est dans les années 60, et donc ils vont monter un symposium, et les tenants des courbes elliptiques disent « mais c'est incroyable votre truc si c'est vrai ». Pareil pour les formes modulaires. Et si c'est vrai, plein de théories vont pouvoir être résolues. Donc on se met à chercher. Et on compte sur Taniyama, qui est un génie, pour arriver à démontrer sa conjecture. Parce que pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Malheureusement, Taniyama va mourir très jeune, et on se retrouve vraiment orphelin de quelqu'un qui pourrait prendre le relais pour démontrer cette conjecture. Alors vous pourriez me dire, vous êtes bien éloigné du dernier théorème de Fermat, quel est le rapport entre toute courbe elliptique serait modulaire et puis ces équations n'ont pas de solution? Quel est le rapport? A priori aucun, sauf qu'en 1985, un mathématicien allemand qui s'appelle Gerhard Frey va lancer une bombe dans le milieu des maths. Il dit, si on démontre Taniyama et Shimura, on aura démontré Fermat. Il part de quoi? Il se dit, allez, imaginons que Fermat soit trompé. Que dit Fermat? Il n'y a pas de solution. Imaginons qu'il y ait une solution. Mais tu ne la connais pas. Bon, c'est pas grave, je vais l'appeler ABC. Donc je vais appeler ABC la solution à cette équation, ABC. Donc, si c'est une solution, si je place ici A, si je place B, si je place C, ça produit une égalité vraie.
Voilà. Et puis il se met à triturer cette égalité sur une dizaine de pages de calcul ici, et à la fin, il tombe sur cet objet-là. Et cet objet-là, c'est quoi? C'est une courbe elliptique. Qu'est-ce qu'on a dit des courbes elliptiques? Un polynôme en y carré d'un côté et en x cube de l'autre. Vous voyez? Y carré, x cube de l'autre, c'est une courbe elliptique. Ah, on reconnaît une courbe elliptique. Et on se souvient que les Japonais, Taniyama et Shimura, ont dit que alors il doit exister un jumeau modulaire à cette courbe elliptique. Et le problème, c'est qu'il se met à chercher le jumeau modulaire de cette courbe elliptique et il ne la trouve pas. Alors, c'est pas parce qu'il ne la trouve pas qu'il n'y en a pas, il ne la trouve pas. Donc il balance ça à la communauté internationale, et 1 an et demi après, l'un des petits génies de Princeton, qui est Ken Ribet dit moi j'ai démontré qu'en fait, cette courbe elliptique n'aura jamais de jumeau modulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On reprend le plan. L'intuition de Frey, c'est si Fermat s'est trompé, les calculs aboutissent à une courbe elliptique qui ne semble pas modulaire. C'est pas possible ça normalement, parce que les Japonais ont dit mais non, toute courbe elliptique a un jumeau modulaire. D'accord, mais on ne l'a jamais prouvé. Pour l'instant, il y a une inconnue là-dessus. Si quelqu'un arrivait à prouver que les Japonais ont raison, vous me suivez? Que ça c'est vrai. Si ça c'est vrai, au-dessus, donc toute courbe elliptique, un jumeau modulaire au-dessus, ce sera faux. Vous voyez? Et en fait, on est parti de Fermat s'est trompé et on aboutit à quelque chose de faux. En maths, quand vous partez de quelque chose et vous aboutissez à quelque chose de faux, c'est que votre point de départ était faux. C'est donc que Fermat ne s'est pas trompé. Je résume. Si vous prouvez Taniyama Shimura, vous aurez prouvé que Fermat ne s'est pas trompé. Et là, qui va faire ça? Forcément, quand Andrew apprend ses résultats, il laisse tomber ses travaux, ce qui est très dangereux pour un chercheur. Et puis, il va chercher pendant 7 longues années, chez lui, dans le plus grand secret, parce qu'il est tellement habité par ce problème-là, qu'il va faire quelque chose que personne n'a fait avant lui, c'est chercher aussi longtemps dans le secret tout seul. Et donc, on se dit, le pauvre, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Oui, c'est pas drôle tous les jours, parce que pendant des heures, des centaines d'heures, vous cherchez à vous perfectionner pour essayer de faire tomber la plus grande montagne du monde, ici. Mais en fait, vous voyez, c'est ultra créatif. Vous vivez dans ces signes-là, qui ont une véritable vie pour des gens comme ça. Voilà. Et en fait, c'est une vie, pour certains, qui serait terriblement ennuyeuse, mais qui est absolument palpitante pour lui. Au bout de 7 ans, il pense qu'il a trouvé, sauf qu'il faut que des grands matheux vérifient son travail. Donc il va se créer à Cambridge une conférence en 1993, une conférence absolument incroyable, où tout le monde sait, ou se doute, que Andrew Wiles va apporter quelque chose d'absolument déterminant. Là-dedans, il y a les plus grands noms du domaine, Barry Mazur, Ken Ribet, Kolivagin, enfin, il y a des très très grands mathématiciens, il y a les très très grands génies du domaine, et là, la tension, elle est très très forte. Une salle comme ça, il y a 200 personnes. Et à la fin, au bout de sa conférence, tout le monde sent qu'il va vers Taniyama Shimura, et que Taniyama Shimura donne Fermat, donc ça déborde d'émotion. Donc Andrew, a priori, vient de démontrer le plus grand théorème de tous les temps. Il passe dans les 25 personnes les plus importantes de l'année, dans les journaux américains, provençaux. On parle de la démonstration du dernier théorème de Fermat. Mais malgré tout, 2 heures de conférence ne suffisent pas du tout à apporter le sceau d'une preuve complètement définitive de ça. Donc 5 génies vont se réunir à l'école des hautes études, dont Nick Katz, Richard Taylor, voilà. Ils vont vérifier sa preuve pas à pas. Et en fait, sa preuve, elle est fulgurante, elle est hyper dure, même pour des très très forts comme ça. Donc ils lui envoient des messages, comment t'as fait là? Tu vas trop vite pour nous. Vous faites comme ça. Ah, excuse-nous, d'accord, ok. Voilà. Puis à un moment donné, ils envoient une question qui semble anodine. Ils disent, vous avez qu'à... attendez, je vous rappelle tout à l'heure. Et puis 3 jours de silence. 3 jours après, Andrew les rappelle en disant, les gars, on a un problème. Il y a une erreur. Donc s'il y a une erreur, tout est faux. Le dernier théorème de Fermat n'avait pas dit son dernier mot. Dernière partie, un destin brisé. Donc là, il est plus du tout content parce qu'il doit réparer son erreur. Donc tout le monde lui dit, la communauté mondiale sait qu'il a fait sa démonstration, mais lui dit, on ne va pas dire pour l'instant qu'il y a une erreur, on va la réparer. 6 mois, 1 an, Richard Taylor vient l'aider, puis ils n'y arrivent pas. Et puis à un moment donné, Richard lui dit, tu devrais repartir sur Clark-Kolivagin d'il y a 3 ans. Et puis là, il a une fulgurance de création. Il se dit,
Et si je mariais ça avec les travaux d'Iwasawa, sur lesquels j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, il a cette intuition incroyable, plusieurs heures de calcul, et il redémontre. Et en fait, il répare son erreur. Et il le dit comme ça, en un éclair, je vis toutes les choses qui l'empêchaient de marcher. C'était ce qui ferait marcher une autre méthode que j'avais travaillée auparavant. Il a cette fulgurance, là, cette intuition absolument incroyable. Il vient à bout du dernier théorème de Fermat. Et donc, les gens qui arrivent à comprendre cette preuve, pas moi, parce que j'ai le livre d'Elguarch à la maison, mais à la page 17, j'ai déjà une grosse goutte qui coule, voilà, disent que c'est une merveille du monde, c'est absolument extraordinaire. Alors, à quoi ça sert tout ça? Pour se poser la question. Le petit théorème de Fermat avait travaillé sur le petit théorème, vous le retrouvez dans la crypto, dans vos cartes bleues. Ça permet, c'est une technique pour essayer de savoir si la carte est bien à vous. Et puis, toutes les maths que l'on a inventées pour ça, notamment les courbes elliptiques, servent à la théorie des codes secrets parce qu'actuellement, tout ce qui est échange d'informations bancaires ou militaires doit être sécurisé. Et il y a un combat mathématique entre les gens qui cassent les codes et les gens qui cherchent à essayer de sécuriser des choses. Et on se sert pour ça de toutes les théories dont je viens de vous montrer. Donc le timbre va changer maintenant, Andrew Weitz, 1995, donc un an et demi après 1993, il a fait sa preuve, il va prendre les 100 000 Deutschmark de la fondation Volksgeld de l'université de Göttingen, qui avait mis une deadline en 2007, donc Savoy, il est dedans, puis il gagne différents prix. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il existe un problème aussi simple sur le plan de l'énoncé, mais aussi palpitant sur le plan de la recherche? Oui. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous donner un problème, pour que le mercredi après-midi, quand vous allez à la bibliothèque, vous ayez matière à réflexion. Donc, vous pouvez réfléchir à la conjecture de Goldbach. Tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. Tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre premier? Donc, un nombre premier est un nombre qui est strictement dans deux tables. 6 n'est pas premier, puisqu'il est dans la table de 6, de 1, de 2 et de 3. Il est dans 4 tables, il faut être dans 2 tables. Donc, le premier des nombres premiers, c'est 2. Pas 1, puisque 1 est dans une seule table. 2, 3, 5, 7. Voilà votre matériel de départ. On démontre assez facilement que cette liste est infinie. Et puis, si je prends un nombre pair supérieur à 2, 8, il peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers, comme par exemple 5 et 3, voilà. Et très vite, vous arriverez à faire les petites additions qui vous permettent de donner les nombres pairs. On a fait tourner les ordinateurs très très loin, ça fonctionne très 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 loin, très loin, très loin, mais personne n'a la preuve jusqu'à l'infini. Voilà. Donc il y a des prix qui seront donnés à celui ou celle qui arrivera à faire cette preuve. Et donc, je suis venu vous apporter le sujet, auquel cas, je vous laisse quand même mon mail. Si vous trouvez, vous me l'envoyez, que je la vérifie avant, on ne sait jamais qu'il y a une erreur, et puis on partage la récompense. Merci de votre attention.